Allez, avec mes trois experts qui sont à la bourre. Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël. Fondateur de SVH Conseil. À côté de vous, Gilles Ravo. Bonjour Gilles. Bonjour, j'irai voir la CPE après. Exactement, vous êtes convoqué, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8, Saint-Denis et auteur de ce nouveau livre, Gilles, Inflation, la grande arnaque aux éditions Les Échappés. Et face à vous, Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic, Raphaël. directeur délégué de la rédaction de La Tribune. La Tribune qui aujourd'hui fait sa une. Je voulais qu'on fasse un petit mot juste d'introduction sur ces 30 femmes qui font la France de demain, Ludovic. Ouais, c'est sympa. Qui sont ces 30 femmes? Pourquoi cette manchette? Comment les avez-vous trouvées? Écoutez, c'est une opération donc, qui s'appelle Les Lauréates qu'on mène depuis l'année dernière et c'est une très très chouette collaboration initiée notamment chez nous par Sophie Bora qui est la directrice de l'engagement. Oui. Et ça a été un rapprochement de deux rédactions, c'est-à-dire celle de Elle et celle de La Tribune. On se dit tiens, c'est deux univers très très loin à l'origine et de se dire dans le cadre de, on va dire, de l'économie, des questions sociales, des questions aussi, j'allais dire, de la vie quotidienne, si on arrive à faire ressortir chaque année une trentaine de femmes qui, par leur engagement, leur façon de faire bouger les choses, sont inspirantes. Alors c'est mis dans 5 catégories. Peut-être que j'en cite 2 pour comprendre, parce que c'est peut-être la meilleure façon et puis d'illustrer. Je pense que et ça a été nos coups de cœur, puisque hier soir on a remis les coups de cœur à Salgavo avec les rédactions de Elle et de La Tribune. Je pense en coup de cœur dans la catégorie concrète, on a eu Vassila Louisa Djellal qui lance une initiative qui s'appelle les Infatigables. Et les Infatigables, c'est quoi concrètement? C'est un programme qui est contre l'agisme professionnel. C'est-à-dire qu'en gros, elle agit auprès des DRH pour convaincre que les seniors en entreprise, les plus de 55 ans, ont de la valeur et qu'il y a de la transmission, il y a du savoir-faire, il faut savoir l'utiliser, et c'est pleinement d'actualité. On prend le sujet très 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 concrètement aux experts assez régulièrement. Et un autre exemple, parce que c'est aussi un coup de cœur qu'on a eu, c'est une pépite. On l'a accueilli ce matin d'ailleurs dans Good Morning Business, effectivement, elle était notre invitée. Miela Bitbol, qui a 18 ans et qui a lancé une application qui s'appelle Link, et cette application... elle est dédiée aux ados et qui rencontrent des moments un peu difficiles. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de livre intime qui est relié avec un majeur de confiance, c'est-à-dire une personne sur laquelle elle peut se livrer, échanger sur ses problèmes de la vie courante, ses problèmes amoureux, ses doutes, éventuellement ses problèmes de harcèlement et tout ça. Et c'est des petites initiatives. Du mentorat de journal intime, en tout cas de l'accompagnement. Mais c'est des petites initiatives qui répondent vraiment à des questions très très concrètes. Et franchement, allez regarder ces 30 personnalités, ces 30 femmes, parce qu'elles racontent des belles choses, des belles initiatives dans plein de domaines. Bon, allez voir, elles sont 30, c'est 30 femmes qui font la France de demain. Bravo La Tribune. Merci. Pour cette cover. On va parler de Chine. Maintenant, le grand débat du jour. Chine débarque au BHV avec un pataquès pas possible. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, est sortie du co-investissement des murs. Les Galeries Lafayette sont en divorce avec le BHV parce que Chine arrive. Une dizaine de marques sont parties. Et pourtant, Chine cartonne en France. C'est à se demander si les pouvoirs publics ne sont pas impuissants face à cette déferlante chinoise. Ou à opiner du chef Stéphane. C'est pas que j'opine, c'est... Votre veste, c'est Chine? Non, alors non. Non. Alors, justement. Non, mais surtout pas. Merci de le remarquer. Je vais vous expliquer mon propos. D'abord, je suis le libéral de service. Oui. N'en déplaise à mon voisin. On s'est taquiné dans le couloir, c'est pour ça qu'on a une petite seconde de retard. Vous allez continuer en plateau. Voilà. Mais on s'aime beaucoup. Le marché est ouvert, donc normalement, Chine, Temu, les autres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent dans les pays, théoriquement, et tant que c'est cadré d'un point de vue légal, j'entends ce qu'ils vendent, ne pose pas de problème, exactement comme nos champions, nous, principalement du luxe, le font dans les mêmes pays où sont produits les produits Chine, pour ne pas le citer. Bon. Donc la première chose que je dis, c'est que théoriquement, le pouvoir public sont-ils dépassés ou pas? Dans mon monde à moi, ils n'ont pas à se mêler fondamentalement de ce que les gens achètent ou pas. Et là, pourtant, Roland Lescure, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen... Raphaël, ça s'appelle la liberté. Arnaud Bonnet... Voilà. Ça s'appelle la liberté, qui est pour moi la donnée fondamentale. Après, il y a une donnée fondamentale pour moi qui est aussi très importante, c'est la responsabilité. Alors, il y a deux choses dans Chine. C'est et c'est pour ça que là, ça a explosé au visage, on va dire, des médias et des Français, c'est qu'il y a eu cette histoire de poupée.
qui sont là sortent de la légalité totale. Coupé pédopornographie. Totale. Donc là, on est sûr, quel que soit le vendeur, que ce soit un magasin en Chine, du site. Normalement, là, l'État, dans mon monde à moi, il doit utiliser son rôle régalien de sécurité des Français dans ce qu'ils achètent, ou surtout... Faire appliquer la loi. On applique la loi. Et même si on peut aller un peu plus loin pour aller chercher les gens qui achètent ce truc-là, c'est pas terrible peut-être, mais c'est bien quand même d'avoir ce rôle-là. Bon. Maintenant, est-ce que moi j'ai acheté du Chine ou je pense à Temu? Ça m'est arrivé une fois, qui est un gros concurrent et qui marche très bien, j'ai acheté un ustensile de cuisine. Comme 25 millions de Français. On va se le dire. En vrai, pardonnez-moi le terme, c'est pas de qualité. Oui. Je me suis retenu. Vous avez vu, j'ai failli partir. On reste... Le mot de Cambronne. On se tient. J'ai failli y aller. Bon, donc, très clairement, on sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas cher, on sait que c'est très peu cher à fabriquer, ça traverse la planète, ça surpollue. Mais Stéphane Van Nuffel, pardon, est-ce que c'est le seul magasin qui vend des cochons? Non, mais Chine va être le symbole de cette économie que moi, je ne défends pas. C'est que pour autant, liberté d'un côté, je l'ai rappelé, et je finis là-dessus, responsabilité vient on dirait que les pouvoirs publics se rendent compte que les Français sont mal éduqués à acheter, européens ou français. Donc, on a devant nous la réponse à l'incompréhension de nos classes politiques sur tout ce que moi j'appelle de mes voeux, de relancer une industrie intelligente en baissant éventuellement, potentiellement des charges de structuration des entreprises pour qu'on ait des concurrents à Chine et à Temu. Et la responsabilité des Français à ce moment-là, c'est qu'à prix quasi équivalent, on va espérer qu'ils vont acheter français ou au moins européens. Ce que font les Américains, par exemple, et ce que nous, on ne fait pas. Voilà. Gilles Raveau, est-ce que le problème, c'est que c'est pas que acheter français ou européen, c'est juste 4 fois plus cher qu'acheter chinois directement? C'est eux qui sont 4 fois moins chers. Pardon. Ben non, mais si tout le monde a compris la situation, c'est que ce genre d'achat, c'est à la fois la bouteille d'oxygène pour un nombre invraisemblable de nos concitoyens. Enfin, les chiffres d'achat, on parle là, il y a eu un partenariat qui a même été signé entre la Poste. Absolument. Et Chine, tellement il représente une part phénoménale de l'ensemble des colis qui circulent dans notre pays. C'est 22%, Chine et Temu, c'est 22% des 800 millions de colis livrés en France par la Poste. Voilà, donc si on y pense, il y a tous les colis familiaux, tout ce qu'on veut, toutes les autres entreprises, c'est tous les colis, 1 sur 5. Ça explose d'année en année. 1 sur 5, c'est eux, avec une... Voilà, et c'est pas qu'en France, dans tous les pays européens. Oui. Et donc, c'est à la fois la bouteille d'oxygène pour les gens et c'est aussi, évidemment, la corde qui se resserre autour de notre petit kiki collectif, puisque c'est évidemment impossible pour les producteurs français de lutter contre eux. C'est tout le paradoxe du libre-échange. Je rappelle que le libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire des consommateurs sur les producteurs. C'est ça, le libre-échange. C'est-à-dire que vous avez, en économie, il y a un conflit entre les producteurs et les consommateurs. Le producteur aime vendre cher, et le consommateur aime acheter pas cher. C'est aussi un sujet de droit de la concurrence. Et sauf que dans le producteur, je mets les personnes qui produisent, c'est-à-dire donc les salariés. C'est-à-dire que le libre-échange, c'est un conflit entre parfois le consommateur et le producteur est les mêmes personnes. Oui, c'est ça. Le consommateur et le producteur. Parfois, c'est tout le temps. En fait, exactement. C'est là où je ne suis pas d'accord fondamentalement. La plupart du temps. Et donc, il y a ce... Non, mais ça, c'est objectif. Objectivement, le libre-échange, c'est un conflit. En tout cas, en France, pour nous, c'est la victoire, entre guillemets, du consommateur sur le producteur. C'est la victoire, en fait, du consommateur pauvre sur le travailleur pauvre, mais évidemment, il y a de moins en moins de travailleurs du fait de ce comportement de ces consommateurs, mais je ne vais strictement rien leur reprocher, puisque le niveau de vie baisse en France. Donc c'est logique que les gens achètent ça. Après, moi, je suis totalement opposé au libre-échange intégral depuis toujours, et donc là, effectivement, il me semble que... Et Gilles, c'est faux. Non, laisse-moi finir. C'est que là, qu'on remette, que même... Je suis allé voir les captures d'écran sur les annonces là, des très jeunes filles dont les trucs extraordinairement réalistes sont destinés à une pratique sexuelle. C'est quand même totalement effrayant. Et je trouve ça que, par exemple, notre président de la République nous a beaucoup fait la morale depuis 8 ans, la verticalité. C'est quand même très facile de fermer le site pour des raisons strictement politiques, de dire, là, on est allé trop loin. Le fait que ça n'a pas été fait, pour moi... Alors là, je vais prendre mon petit chapeau de vieux curé réac. C'est vraiment le symbole de notre décadence morale la plus totale. Voilà. Ça a été vu au-delà sur d'autres distributeurs, y compris américains, y compris un grand distributeur américain. Chine, un grand distributeur américain. On peut juste rappeler effectivement qu'il y a un précédent en 2020 avec Amazon qui n'a même pas été poursuivi par l'État français.
Voilà, donc il y a des précédents. Vous n'étiez pas d'accord, Stéphane Bonnuffel, et après je suis vers vous, Ludovic. Non, c'est juste que je suis pas d'accord fondamental, parce que ça me rappelle l'affaire Continental avec les pneus, quoi, où les journalistes de BFM étaient allés rencontrer les mecs qui mettaient le feu à l'usine Continental qui partait de France et qui allaient derrière sans doute ne même pas rester en Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Et on leur demandait quelle était la marque des pneus de leur bagnole, et c'était des Bridgestone japonaises ou chinois. On est dans ce paradoxe. Et là où je ne partage pas ce que dit Gilles, c'est que le consommateur n'a pas gagné. Parce qu'à la limite, notre système français, il donne tout ce qu'il faut pour que le consommateur consomme. Mais le consommateur français, il consomme pas. Donc le salarié français s'appauvrit, le consommateur français, il épargne. Donc en fait, il joue même pas le jeu, théoriquement, de faire tourner cette espèce de contre-équilibre producteur-consommateur en Europe. Le consommateur retraité épargne. Je ne suis pas sûr que nos jeunes de 18 à 30 ans épargnent énormément. Non. Mais par contre, ils financent le système social et ils cherchent du coup des produits à bas coût avec des salaires qui n'augmentent plus beaucoup, non, Ludovic de Saint-Pierre. En tout cas, ce que disait Gilles à l'instant, et d'ailleurs c'est le titre du bouquin, c'est-à-dire que je trouve que Chine exprime un peu, trois aspects qui sont en train de coaguler. Oui. Et je vais pas me faire l'avocat de Chine dans cette logique-là. Et la première, c'est que de toute façon, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays qui est réel. Oui. Et on l'a bien vu, c'était Éric Lombard qui était à Bercy, comment la main a tremblé chez Éric Lombard à l'époque quand il a s'agit de faire la taxe petit colis. Oui. Ouh là là, c'est compliqué, tout ça, machin. Parce que c'est ni plus ni moins les 2 € par petit colis, c'est ni plus ni moins que le début d'une sorte de barrière douanière. On va pas se mentir. On rappelle que les colis de moins de 150 € ne sont pas taxés, ne paient pas de droits de douane, ni de TVA. Exactement. Et Éric Lombard le disait à l'époque, puisque c'est lui qui était aux manettes de Bercy, il disait, là-dedans, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a une partie des gens qui arrivent à maintenir leur train de vie, leur consommation matérielle, grâce à des sites comme Temu et Chine. C'est une réalité, parce que les prix ont flambé, notamment dans le textile, depuis la période Covid. Ça, c'est une première réalité. La deuxième, que disait Gilles, justement, et qui n'est pas spécifique à Chine, c'est, j'entends l'appel libéral de Stéphane, mais c'est la non-régulation du numérique qui pose de plus en plus de questions. C'est-à-dire qu'on puisse mettre des poupées pédopornographiques, mais qu'on puisse aller consulter des sites porno, qu'on puisse avoir des fake news. C'est du même ressort. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur le digital, honnêtement, qui permet de faire que des choses qui, dans la vie réelle, ne se feraient pas parce que la loi les empêche, dès qu'on rentre sur le digital, à moins d'être rattrapé par la patrouille, tout ça a lieu, finalement. Et puis, le troisième aspect, c'est le malaise profond, j'allais dire, de la grande distribution. Parce que l'opération visée par le BHV, c'est une opération de sauvetage, de relance. D'abord, c'est bien de le rappeler. Comment faire revenir des consommateurs dans un mode de consommation qui est en train de s'essouffler, que ce soit les BHV, les Galeries Lafayette, le Printemps et autres, ou qui n'intéressent plus que les touristes, en gros. Et c'est ça. Et honnêtement, aujourd'hui, l'argument marketing, et c'est ça qui doit interpeller, pour tenter de faire l'appel, parce que finalement, on parle énormément du BHV dans cette opération, même si c'est négativement, c'est de dire il faut faire venir un acteur comme Chine. Et ça doit nous interpeller. Et d'autres acteurs chinois pourraient venir au BHV, c'est un peu la stratégie de redressement des comptes par la famille Berlin. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils se seraient battus pour avoir H&M, Uniqlo et autres. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ça veut dire que même dans le positionnement, j'allais dire marketing, il y a quelque chose à repenser dans l'univers du textile et que le logiciel est atteint en profondeur quand même. Et je suis désolé, Ludovic, il y a quand même un truc qui ne va pas avec ces marques-là. Oui. Moi, j'entends et je prends des pincettes parce que je sais que la vie n'est pas facile pour tous les Français. Bon, d'abord, si tu regardes les courbes, non, les salaires n'ont pas baissé. Il y a eu une inflation, les salaires continuent. La courbe des salaires, Gilles, continue. Elle n'a pas été aussi volatile, mais elle continue. Attends, laisse-moi finir. Non, je peux pas. Non, mais il termine et puis Gilles, vous répondrez ensuite. C'est chacun son tour. À mon tour. Les derniers chiffres de l'INSEE pour 2024 montrent une progression du pouvoir d'achat homogène et sur l'ensemble du segment. Elle date il y a 10 jours. On laisse terminer. Avant, c'était on laisse terminer Stéphane. On laisse terminer Stéphane et vous lui répondez. Je n'ai jamais créé d'entreprise. Chacun son tour. Et tu as eu plein de salariés, donc tu connais très bien le sujet. Tu as vécu avec eux, tu as discuté avec eux, tu les as vus vivre. Arrête de vivre dans une tour d'ivoire et d'avoir des principes. On reste sur les chiffres, s'il vous plaît. Ce que je disais, Ludovic, c'était juste qu'il y a un moment donné où moi j'entends, mais si tu regardes, et c'est ça les chiffres que j'aimerais avoir. Alors le BHV, ça m'embête parce que je comprends que ça veut sauver le BHV, mais ce serait intéressant quand même de voir ce que ça donnerait les ventes
compte, en fait. Parce que si, en effet, l'arrivée de Chine fonctionne et sauve le BHV, ça ne veut pas dire que c'est que les prix qui le fait, parce que les gens pourraient très bien continuer à commander chez eux. Bon, ce serait la preuve quand même que, et j'attends ce chiffre-là parce qu'on l'a pas. On verra à 13h l'ouverture du corner. Prend dans les commandes. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de commandes, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de commandes au global. Ça veut dire que les Français, ils consomment de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas un remplacement d'un taux de consommation, c'est que les jeunes, sans doute en particulier, ont la chance, parce que c'est pas cher, au lieu d'acheter une seule veste, vous me posiez la question, et de la garder pendant 5 ans, ils vont en acheter 10. C'est ça le problème. Pour 200 €. Vous devrez être d'accord avec moi. Ça, c'est l'erreur de la surconsommation. C'est que ces jeunes-là, ils ont la possibilité d'acheter 10 polos, au lieu d'en acheter un avec la petite marque au crocodile qui va durer 5 ans malgré les machines, ils vont en acheter 10 par an parce que le polo Chine, au bout de 3 fois la machine, il dégage. Et ça c'est la responsabilité d'expliquer, et moi j'ai un garçon de 14 ans, qu'il ne faut pas faire ça pour la planète, pour l'économie, etc. etc. Vous comprenez mon principe? Je ne veux pas faire le libéral débile. Je dis juste, il est là, l'erreur de l'étude de l'économie de marché, c'est qu'on ne forme pas. Sujet d'éducation à la consommation. On ne responsabilise pas le consommateur. La réponse de Gilles Raveau à Stéphane Van Nuffel. J'enlève ma veste parce que là... Voilà. Non, c'est pas la... Non, mais moi je veux bien qu'on rigole, ça me pose aucun problème, mais c'est pas la réponse de Gilles Raveau, c'est la réponse de l'INSEE. Depuis 2022, les salaires réels ont baissé de 2,5% en cumulé. Voilà. Mais tu comptes des années sont repartis à la hausse en 2024. La dernière note de l'INSEE. Covid. Et ça, comme je l'explique dans le livre, il se trouve que l'INSEE, de façon très étonnante, n'utilise pas le bon indicateur de mesure des prix qui est utilisé par tous les autres pays européens. Oui, c'est vrai. Et si on prend ce bon indicateur, la chute est de 4%, voire 4,5%. Voilà. Depuis 2022. Bon. Ça, c'est pour les salaires du privé, c'est encore plus pour les fonctionnaires. Mais intégrant l'énergie, le coût de l'énergie. C'est ce qu'on appelle un panier de consommation. Très bien, mais pas forcément les biens qui sont pondérés par leur consommation. Oui, mais c'est ce qui est intéressant de voir après, c'est aussi les causes du ralentissement de la hausse des salaires. Les salaires vont augmenter l'année prochaine, le super brut, les entreprises vont probablement pouvoir augmenter les salariés. Sauf que, on y reviendra peut-être on va y revenir en fin d'émission, vous avez aussi des cotisations qui augmentent, des impôts qui augmentent et la part publique qui prend aussi une partie de ce pouvoir. Et sinon, sur le fond, parce qu'effectivement, je voulais revenir sur, on voit très bien, c'est tout le côté passionnant et toutes les limites aussi du vrai raisonnement libéral. C'est que le raisonnement libéral, effectivement, il arrive à des choses sordides. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort? C'est exactement la démonstration que tu viens de faire, par l'appel à l'éducation ou à la morale. Oui. Mais en fait, c'est la base. Adam Smith, c'est la base. Liberté, responsabilité. C'est pas liberté et on fait n'importe quoi. Non, T'as lu Adam Smith? Quand même, excuse-moi, ne manque pas de respect, s'il te plaît. S'il te plaît. On lui sait gré. Allez, on continue sur la vague. Sur la vague. Moi, j'ai lu. Il avait prévu les goulags. Chinoise, sur la vague chinoise, qui nous emmène vers l'industrie automobile. Il y a une réunion importante de la plateforme automobile. Hier, en présence du commissaire européen à l'industrie, le français Stéphane Séjourné, avec des chiffres qui sont extrêmement mauvais. La Tribune en parle aussi aujourd'hui dans les pages intérieures. La production européenne, c'est moins 19% depuis le Covid, Ludovic de Sauté. La question est simple. Est-ce qu'on se dirige vers le plus grand marasme industriel du siècle avec l'industrie automobile européenne? En tout cas, le risque est réel. Et au-delà du moins 19, parce qu'on va focuser sur la France. Oui. France, c'est moins 38%. C'est le double. Ouais, c'est le double. C'est-à-dire que le décrochage est d'une violence inouïe. La France est en train de glisser à la 11e position au classement mondial des pays producteurs d'automobiles. Oui. C'est le plus grand crash de désindustrialisation avec la Russie. Et on n'a pas eu tel mouvement depuis les années 60 dans l'industrie française. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, on voit vraiment le décrochage. Alors, il y a plein de paramètres là-dedans. Alors, évidemment, PFA, la plateforme automobile représentée par Luc Châtel, qui a organisé ces rencontres hier où étaient présents notamment Roland Lescure, mais aussi ces journées pour la Commission européenne. L'objectif était d'aller chatouiller la remise en cause de 2035 et de la fin du thermique et tout ça. Absolument, on va y revenir. Et au-delà de ça, il y a évidemment, là, c'est le virage, on va dire, de l'industrie automobile qui concerne toute l'Europe. C'est là aussi l'automobile est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, j'aime pas toujours cette expression, mais là pour le coup, elle est vraiment, et elle illustre vraiment. C'est que d'abord, on a des changements de consommation, c'est-à-dire que le marché automobile, la place de la voiture, y compris chez les jeunes, est en train d'être modifiée. C'est-à-dire même en termes de permis de conduire et autres.
Premier impact. Deuxième impact, c'est qu'on a en France notamment un marché qui est extrêmement concentré sur la petite voiture, liée notamment à la fiscalité. Or, cette petite voiture, aujourd'hui, c'est quasiment impossible à produire en France. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas très loin du problème Chine, quelque part. On est même dedans. Parce que problème de coût de production. pendant ce temps-là, quels sont les pays qui voient la hausse de production? Notamment, c'est le Maghreb. Eh oui. Où sont notamment en sous-traitance, Renault, Stellantis, et ainsi de suite. Donc en fait, on a une offre de marché qui est extrêmement concentrée sur des voitures, des modèles à faible valeur ajoutée, sur lesquels, honnêtement, aujourd'hui, en France, par rapport au salaire horaire, la France ne peut pas être compétitive, c'est impossible. Donc c'est du low cost, c'est de l'ultra fast bagnole. Ouais. Voilà. Donc on n'est pas très loin de ça, quoi, en fait. C'est un peu plus sécurisé parce que les tests un peu sont sécurisé, mais Ouais. voilà. Mais on est sur ce mode de consommation. Et puis après, il y a ce que vous disiez très justement, Raphaël, il y a l'erreur, parce que l'industrie a bon dos de charger l'Europe. L'industrie, l'électrification, les normes et tout ça, c'est pas des choses qui sont tombées du jour au lendemain. Ce virage complètement raté de la part de l'industrie européenne, Oui. et y compris en France, sur une technologie sur laquelle c'est même pas que les Chinois sont juste moins chers, c'est que les Chinois sont devenus meilleurs, Bah oui. juste meilleurs. Point. Il faut faire ça. sauter cette barrière de 2035. 2035, on le rappelle, c'est pour l'instant l'obligation pour les constructeurs européens de produire de l'électrique, l'interdiction de production de nouveaux véhicules thermiques. Il y a une clause de revoyure qui est attendue le 10 décembre. Il semble qu'il y ait une ouverture pour assouplir un peu cette date limite de 2035. Est-ce qu'il faut la faire sauter Sur ce sujet, très rapidement, pour laisser du temps à Gilles, qui connaît sûrement mieux le truc, là, moi, j'ai pas de compétences techniques sur l'impact que ça représente de basculer complètement des chaînes de production au tout électrique. Oui. Bon, je resterai toujours sur l'idée de est-ce que tout le monde sera capable derrière de toujours acheter tout électrique, parce que c'est ça après derrière l'idée. On voit que le marché stagne. On en parlait du pouvoir d'achat, qu'on se bagarre sur -2 ou 2. Ouais. Au final, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir acheter une voiture. On parle d'un objet de consommation quand même s'il est low cost. C'est pas un t-shirt à 1,50 € quand même. Donc ça reste compliqué. Non, les normes, évidemment, tout le monde apparemment, tous les constructeurs, beaucoup de spécialistes de l'automobile qui sont pas forcément à la tête de constructeurs qui défendraient forcément leur crèmerie, disent depuis le début que de toute façon, de mettre comme ça un terme précis, etc., n'est jamais une bonne idée. Il faut le faire, parce que si tu ne te donnes pas d'objectif... C'est une question environnementale aussi. Voilà. Donc il est très clair que là, tous les grands constructeurs, y compris les Allemands, ont dit on ne sera jamais prêt. Donc à partir du moment où tu sais que tu ne seras pas prêt, il ne faut pas y aller. Juste une minute. Dans la désindustrialisation, est-ce que vous comptez l'immobilier, Raphaël? Je fais exprès. Parce qu'en termes de pourcentage, si vous voulez, un secteur primaire. Oui, on pourrait, oui. La voiture n'est pas primaire, hein, vous pouvez prendre le métro. Un secteur primaire qui a pris une plus grande raclée ces 2 dernières années, je le connais bien, c'est l'immobilier. Le vrai crack industriel, il est là. Pardon, je vais le dire quand même, parce qu'on parle beaucoup de ça. Et c'est notamment la conséquence de la forte hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, que vous trouverez au chapitre 4 de votre ouvrage. On avait préparé ça dans le couloir, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. Arnaque. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, juste un petit point théorique. Comme on est il est en vente au BHV. Il est en vente sur Chine. 18 centimes. Juste comme on est entre lecteurs d'Adam Smith, un petit point théorique avant la pause. On connaît tous la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo de 1817 qui nous dit, en fait, si chacun se spécialise là où il est relativement le meilleur par rapport aux autres secteurs de son pays, il va pouvoir se spécialiser, tout le monde va gagner. Mais Ricardo invente, qui est un homme politique. Ricardo, qui est un homme politique, il invente cette théorie pour répondre à Adam Smith, parce qu'Adam Smith, comme tu le sais, en 1776, il développe la théorie des avantages absolus. Et il nous dit, si un pays est meilleur que nous en tout, eh bien en fait, dans ce cas-là, l'échange international, il y a un gagnant, c'est lui, et il y a un perdant, c'est nous, et c'est tout. Et en fait, ce qui se passe avec la Chine, et pardon, mais Danny Rodrik l'avait expliqué depuis 15 ans, c'est que la Chine est meilleure que nous en tout, sur les technologies, sur les matières premières et sur les coûts de production. Et donc, dans ce cas-là, tous les gens, mes collègues, etc., qui font le blabla sur les avantages comparatifs, ça ne marche plus. On est dans une situation d'avantage absolu qui a des conséquences économiques et politiques majeures. C'est l'explication du Brexit, c'est l'explication de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016. C'est la principale explication de la montée de l'extrême droite en Europe. Donc il y a un moment, revenons aux bases, lisons Adam Smith. Je suis d'accord, mais il y a un gros sujet quand même sur la qualité, là, quand même, en vrai. Ce qui n'existait pas à l'époque de l'Empire britannique, parce que ce soit Smith ou Ricardo, ils étaient anglais, donc ils réfléchissaient Empire britannique contre Empire français, pour faire simple. Là, aujourd'hui, il y a quand même un problème. Reconnaître, même si les Chinois sont meilleurs sur nous, sur le coût du travail, ils sont capables de transporter à l'autre côté de la planète. Mais sur ça reste moins cher. Non, mais sur l'innovation aussi. La Chine, non.
Je suis d'accord avec toi sur BYD. Les voitures, c'est de moins en moins vrai. Les batteries chinoises sont quand même bien meilleures. Sur toute l'énergie. Le t-shirt Chine, le couteau Temu, excusez-moi, c'est pas la Guillole et c'est pas la Coste. Non, mais de loin. Je suis pas en train de parler de BYD. Moi, je prends des VTC et des taxis souvent. Les BYD, ils sont devenus hyper impressionnants. Dans l'aéronautique, ils sont devenus hyper impressionnants. Mais c'est pas là où ils ont les coûts les plus directement opposés aux nôtres. C'est sur les tout petits produits de consommation. Ça a toujours été le cas, puisque nous-mêmes, on fabriquait là-bas. Chine, il y a un vrai problème de qualité pure. C'est-à-dire que là, on n'est pas à qualité équivalente. Vous comprenez ce que je veux dire? On est à un coût qui est plus bas parce que c'est de la merde. Pardon. Ça a été dit. Non, mais il est grand temps qu'on fasse une petite pause avec une courte page de pub. On se retrouve tout de suite après. Pardonnez-moi. On revient tout de suite avec la conférence sociale et le budget de la Sécu.